Michel. Merci, monsieur le sous-préfet, le président, messieurs les présidents, messieurs les conseillers, mesdames, les délégués et surtout amis de la société civile, puisque j'en ai déjà repéré un certain nombre dans cette assemblée. En 2016, le Conseil de développement territorial a continué de fonctionner en ayant bien conscience d'aborder une année de transition ou de mutation par rapport à l'évolution de la coopération intercommunale qui a maintenant pris corps. Il a donc surtout travaillé sur la consolidation de travaux qui avaient déjà été menés, réalisés en partie, on a approfondi aussi les années précédentes. Nous avons tenu 3 réunions plénières dans le courant de l'année 2016 et un grand nombre, je ne les ai pas toutes inventoriées, réunions des 3 commissions qui ont été rappelées dans la vidéo tout à l'heure, et surtout des groupes de travail ou groupes de projet que chacune de ces commissions a pu générer. Bien qu'ayant réuni depuis 2014 une centaine de membres dans notre Conseil de développement territorial, nous constatons qu'en fait, mais c'est déjà pas si mal, un tiers à peu près de ces membres sont vraiment assidus, participent et sont pour certains de véritables locomotives. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour remercier tout cet ensemble de personnes qui, à titre bénévole, viennent participer à nos réunions et élaborent, après études et argumentation, des propositions aux élus. En cette fin d'année, je dois également dire que le président de la commission 1, Jean-Claude Charbonnier, qui est ici présent, a tenu, pour des raisons personnelles, à reprendre un peu plus de liberté. Il a constitué, comme vous le savez, une compétence et il a apporté au fonctionnement de la commission depuis plusieurs années beaucoup d'énergie et beaucoup de pertinence aussi. Je voudrais personnellement le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pour le Conseil de développement. Plus précisément, la commission développement économique qu'il a présidée a continué ou initié ses travaux sur quelques priorités qui ont été rappelées par la vidéo. Je ne vais pas revenir sur tous les points. Le premier point, c'est la poursuite avec les différents organismes concernés, bien entendu, locaux, régionaux ou même nationaux pour certains, du développement de la filière bois sous 2 aspects. Celui qui avait commencé dans nos travaux, c'est la filière de bois énergie, et qui s'est prolongé avec d'autres apports d'ailleurs par la suite, par l'étude de l'activité liée au bois construction. On a vu l'illustration d'ailleurs tout à l'heure de ce que l'on entend par bois construction. Le deuxième sujet est la contribution à la mise en place de la plateforme ALEC, il faudra parler aussi tout à l'heure, pour répondre à des questions que peuvent se poser les particuliers et même aussi les agents économiques en ce qui concerne tous les sujets qui sont posés par la transition énergétique. En troisième lieu, c'est l'économie circulaire liée au recyclage des matières plastiques qui est intervenue dans le courant de l'année. L'étude qui a été faite par Françoise Portier, ici présente, argumentée, présentée, mérite absolument l'attention de tous. D'autant plus que ce projet d'économie circulaire concernant les déchets de matières plastiques est également un projet exemplaire d'économie sociale et solidaire, puisque c'est l'occasion de conduire au travail des personnes qui sont parfois en situation un peu difficile. Enfin, il est apparu tout à fait dans les dernières semaines de 2016 la nécessité de nous pencher de nouveau, ça avait déjà été abordé ou esquissé, sur le sujet du développement de l'économie numérique. Vous savez tous que nous possédons non pas un élément économique, puisque c'est une association, c'est le Fab Lab, qui avait comme
objectif initial d'initier finalement une partie des jeunes à la technique, aux modes opératoires, et finalement qui débouche avec des outils informatiques sur des modes d'obtention des formes par ajout de matière plutôt que d'enlever la matière. Donc on voit tout de suite l'intérêt économique. Mais il est important, semble-t-il, et je pense que nous continuerons de travailler et d'amplifier cette réflexion, d'aborder maintenant des éléments beaucoup plus économiques sur des applications. Au cours de notre dernière réunion plénière, nous avons cité par exemple la possibilité de fabriquer des petits objets qui pourraient être mis à la disposition de la Maison du Tourisme ou d'autres intervenants pour emporter des souvenirs fabriqués sur place. La commission 2 a continué plusieurs de ses travaux, et j'en citerai 3. Le développement du partenariat de toutes sortes de filières courtes à l'échelle du territoire, porter l'idée de l'habitat participatif, et surtout dans le domaine de la petite enfance, il y a eu deux types d'interventions: la constitution d'un groupe projet pour la création de crèches solidaires, et surtout la mise en place d'une alternative aux couches jetables par une formule qui pourrait consister à louer, laver et faire circuler des couches lavables pour les jeunes bébés. Ceci conduit à faire des expérimentations, en particulier avec les aides maternelles, et le produit est prêt, je veux dire, maintenant à être pris en charge par un agent économique. Quant à la commission 3, celle qui parle de notoriété, d'attractivité, et donc en particulier du développement de l'économie touristique, elle s'est surtout fait remarquer cette année, dès le 4 avril, par le lancement d'une action qui sera développée en quelques minutes tout à l'heure par le président de cette commission, Philippe Nguyen, et qui est très originale, il vous l'expliquera. Elle consiste, et c'est important qu'on en dise un mot, et Philippe fera très bien ça tout à l'heure, parce qu'elle n'a pas toujours été très bien comprise. On est vraiment dans le cadre du Conseil de développement quand on tente de faire l'inventaire par différents moyens de projets potentiels dans un territoire, et puis après on les étudie ou on facilite leur mise en réalité à l'échelle qui n'est pas simplement des mois ou des années, ça peut durer un certain temps. Donc vous entendrez tout à l'heure la présentation de ceci et le message de Philippe Nguyen. Par ailleurs, dans le cadre de cette commission 3, et on l'évoquait justement dans une courte réunion technique avant cette rencontre, le Conseil de développement, en visitant, en rencontrant des autres territoires d'ailleurs, a mis le doigt sur un produit qui était peu connu encore il y a quelques mois dans ce territoire. C'est la récente collection d'un guide du routard qui a comme territoire de description justement les pays et les territoires français. Aujourd'hui, il y a 4 guides qui sont sortis, et le Conseil de développement territorial a souhaité que les personnes concernées, les élus, l'ensemble du territoire, puissent étudier de près comment nous pouvions constituer un dossier, et c'est bien parti pour. Sans doute que Alain Aubertel vous en dira un mot. Il faut trouver un peu de financement, mais l'intérêt que j'ai trouvé dans la constitution de ce guide, c'est précisément qu'au-delà de la rédaction d'un certain nombre d'adresses, comme vous les connaissez dans les guides du routard, c'est qu'il y a tout un travail de mise en commun de quelque chose, de cohérence et de création de liens entre les différents acteurs du territoire. Et ça, c'est important puisque, évidemment, nos conseils de développement territorial, nous croyons beaucoup au développement local et, comme j'ai déjà dit, à une certaine forme de réduction du degré de dépendance par rapport à l'extérieur. Donc ça serait vraiment un produit du territoire.
mis à la disposition, évidemment, de tous ceux qui peuvent avoir envie d'y séjourner quelque temps. Au-delà des travaux des commissions, le Conseil de développement territorial a également participé aux travaux préfiguratifs de la nouvelle convention leader, c'était évoqué tout à l'heure, et également aux séances des comités de suivi, SCOT, Plan Climat-Énergie, TEP Croissance Verte, aux côtés des élus et des chargés de mission. Enfin, je voudrais souligner notre participation active à l'expansion des coordinations de conseils de développement. Ça a été dit également dans la vidéo, donc je vais passer assez vite. Au niveau national, puisque nous participons aux travaux du club pays, mais surtout au niveau régional. Il s'est constitué, il y a une année à peu près, une coordination régionale des conseils de développement, tout au moins ceux qui ont une vie réelle, parce qu'il y a un certain nombre de conseils de développement qui sont virtuels ou utilisés sur le papier, mais pas vraiment dans les actions et sur le terrain. Il se trouve que nous sommes participants, partie prenante et membres du conseil d'administration de cette coordination. Et il se trouve d'ailleurs que ce matin, nous avons rencontré monsieur le préfet à plusieurs conseils de développement qui sont actifs. On trouve toujours la Thiérache, le sud de l'Aisne, et puis depuis peu, il s'est constitué à Saint-Quentin un conseil de développement qui semble vouloir être particulièrement actif. Donc l'objectif, c'est de réveiller un petit peu les territoires dans lesquels il n'y a pas de conseil de développement actif, et puis aussi de tenir compte des récentes dispositions de la coopération intercommunale pour faire ce qu'il convient de faire. J'ai compris que, dans l'esprit de monsieur le préfet, les 6 grands territoires du département pouvaient constituer un cadre adéquat pour faire vivre autant de conseils de développement. Je voulais faire également allusion, mais ça a été fait avec ce fameux trophée-là. Nous participons aussi aux travaux de l'Association nationale des pôles et pays, la NPP, et il se trouve que cette association a organisé cette année les états généraux des pôles et pays à Bordeaux à l'automne, et elle a mis en place pour la première fois 7 trophées, et il y en avait un concernant la coopération territoriale. Nous avons concouru et il se trouve que nous avons obtenu ce trophée. Ce n'est pas tellement le fait d'obtenir un trophée qui est important, je crois, mais c'est aussi parce que, du coup, par le même geste, on parle du pays du sud de l'Aisne ailleurs, au niveau régional, au niveau national. Voilà, donc je voudrais, pour ne pas être trop long, terminer en souhaitant à ce Conseil de développement territorial qu'il puisse trouver sa place dans le nouveau cadre de la coopération intercommunale, mais ça, je pense que les bonnes volontés qui se trouvent ici permettront qu'il en soit ainsi, et que ce Conseil profite de ce nouveau contexte pour revisiter probablement la liste des membres et les priorités de réflexion, d'argumentation et de proposition aux élus. Enfin, nous souhaitons, au titre de l'ensemble du Conseil de développement territorial, à chacun d'entre vous et à ceux qui vous entourent, nos meilleurs vœux de santé, de paix, d'amitié et de nombreuses et fructueuses rencontres, puisque finalement, un Conseil de développement, c'est d'abord une question de rencontre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais être synthétique comme d'habitude. L'appel à manifestation d'intérêt a eu sa première phase terminée. Nous avons une 50aine de projets qui vont du plus petit au plus grand, qui couvrent tous les secteurs, que ce soit les gîtes ruraux, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, les activités sportives, tout ce qui est randonnée, tout ce qui est équestre, tout ce qui est cyclotourisme, beaucoup de culturel, patrimonial aussi, le petit train de Montmirail, les cuisines médiévales, donc des sujets qui sont à la fois intéressants, structurants et qui permettent de dessiner une cohérence du territoire
Et donc nous avons en fait bien validé le concept du fait que nous pouvons véritablement disposer dans les 10 ans qui viennent d'un territoire tout à fait attractif sur le plan touristique, à la fois pour des Français et pour des étrangers. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième phase. Cette deuxième phase consiste sur la base finalement d'un vraiment projet cohérent dans la durée à démarcher des financements publics et privés pour financer précisément ces projets. Et je dirais qu'il y a 3 constats qui peuvent être faits sur cette première phase. C'est que d'abord, il faut considérer que le périmètre pertinent pour un territoire comme le nôtre, c'est plus large que le périmètre du PETR. Et je remercie Jacques Krabal d'avoir totalement appuyé cette démarche. Le territoire pertinent, c'est en dessous du chemin des dames, grosso modo. Donc ça veut dire que ça préfigure peut-être aussi l'extension du PETR. Mais en tout cas, du point de vue touristique, c'est évidemment Soissons, Villers-Cotterêts, Braine, Château-Thierry, Bon-Ambry, Condé-Ambry. C'est ça ce qui est pertinent. Deuxième remarque importante, il faut considérer que quels que soient les projets publics et privés, leur financement aujourd'hui n'est pas globalement assuré. C'est-à-dire qu'il va falloir des compléments de financement, évidemment pour les projets privés, mais encore plus pour les projets publics. Et ça, c'est une caractéristique forte. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas financés, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs de mise en place d'infrastructures de qualité. Et enfin, troisième remarque forte, nous avons aujourd'hui les moyens de pouvoir finalement convaincre nos grands financeurs, nos faits qui se penchent sur le berceau, qui sont, on va dire, la région, la Caisse des dépôts, la Banque européenne d'investissement. Ceci sera possible qu'avec votre soutien. C'est-à-dire que vous, élus, vous, société civile, nous devons maintenant former, je dirais, un pack de rugby pour pouvoir maintenant faire que nos projets soient considérés comme cohérents, pertinents et donc finançables. Donc je fais appel à votre, je dirais, synergie et votre dynamisme pour pouvoir maintenant, effectivement, sur la base d'accords de communautés d'agglomération, du PETR bien sûr, comité de communes, que nous puissions en fait disposer finalement de ce soutien fort pour pouvoir maintenant démarcher les différents échelons dont j'ai parlé. Voilà les principaux enseignements que je vais vous indiquer et je vous remercie à tous pour la réussite de la deuxième phase. Chers amis, je voudrais tout d'abord, vous me le permettrez, moi aussi, vous présenter mes vœux. Vous en avez peut-être un petit peu marre, hein, d'habitude, quand on arrivait à la cérémonie des vœux de Luxta, on se disait c'est pratiquement terminé. Et puis voilà que la communauté d'agglomération nous dit ce sera lundi, donc vous nous coupez l'herbe sous le pied, hein, on pensait. Donc c'est toujours un bon moment de se retrouver et de présenter des vœux parce que c'est à la fois un moment de convivialité, mais aussi de rassemblement et puis de bilan. Donc vous présentez mes vœux à vous tous, mais aussi à l'équipe de Luxta. Tu l'as signalé tout à l'heure, cher Olivier, moi aussi, je voudrais mettre en avant le travail sérieux, avec beaucoup d'efficacité, emmené par notre directrice, hein, bravo à toi, Adeline, avec le partenariat avec l'équipe administrative. Et tu l'as dit tout à l'heure, je vais le répéter, la compétence de nos chargés de mission. Je pense qu'il y a quelques années de cela, en arrière, on pouvait dire que Luxta, on ne savait pas trop ce qui s'y passe. Maintenant, je pense que c'est pas possible. Vous avez pu le voir hein, à travers le film déposé et les prises de parole qui sont succédées. Luxta ne fait pas les choses tout seul. Le PETR du sud de l'Aisne travaille en partenariat et donc remercier les élus aussi, les vice-présidents, les délégués, même si cette année 2016, l'année passée, 2016 a été une année compliquée, parce que du fait des incertitudes qui accompagnaient la fusion des communautés de communes, on a pu voir la difficulté d'avoir le quorum, et pourtant c'était un enjeu très fort, et j'espère que maintenant que les choses vont se clarifier, qu'on retrouvera cet élan de participation très fort de la part des élus. Je voudrais remercier bien évidemment le président du conseil de développement, qui montre le dynamisme qui est également celui du conseil de développement.
et à travers cette volonté de concertation, d'échange, de débat, de dialogue, avec, comme Michel le dit avec beaucoup d'insistance, la société civile. Eh bien, si les lois Voynet avaient prévu en 1999 l'obligation de mettre en place des conseils de développement, eh bien, je pense que sur Château-Thierry, aujourd'hui, c'est une réussite et c'est une réelle plus-value pour le territoire, et j'aurai l'occasion d'y revenir avec le souci d'être bref, parce que j'ai vu que le champagne était servi, et donc je pense que c'est un gros handicap quand il y a le champagne et les plats qui arrivent sur les tables. Donc merci au Conseil de développement, et puis comme on dit qu'on ne fait pas les choses tout seul, comme on ne fait pas les choses tout seul, le Luxa le démontre bien. Saluer ce partenariat de la Maison du Tourisme, qui doit aussi son rayonnement bien sûr à son équipe, président, directeur, mais aussi à l'engagement des communautés de communes qui se sont mobilisées fortement pour qu'on puisse avoir un outil qui est peut-être encore à améliorer, mais je pense que l'engagement a été pris et je pense que ça va continuer de progresser dans ce sens-là. Alors, mon propos, je vais essayer d'être synthétique par rapport à tout ce qui a été dit. La conclusion, c'était, oui, nous sommes sur un territoire qui regarde l'avenir avec optimisme. On est à l'offensive et à travers le big band territorial qui a eu lieu avec la loi NOTRe, la loi MAPTAM, la loi des régions, je sais que ces réformes ont été menées trop rapidement, sans la concertation nécessaire. Et on pensait qu'à la fin de tout cela, eh bien, nous pourrions avoir un petit peu de sérénité, de tranquillité. Ce ne sera pas le cas pour nous dans le sud de l'Aisne. Ce ne sera pas le cas pour nous dans le sud de l'Aisne, puisque la région des Hauts-de-France nous a fait savoir, ça a été dit rapidement par Philippe Nguyen, qu'il fallait donner de la cohérence à travers cette nouvelle grande région et que nous allons être amenés, bien sûr pour des raisons touristiques, mais aussi pour d'autres raisons de politique de la région, et c'est tout à fait légitime que les nouveaux élus régionaux veulent mettre en place des outils qui leur appartiennent, avec cette grande région où vous avez des métropoles ou des grands territoires qui font 300 400 000 habitants, le Cambrésis, le Hainaut, ils nous disent, nous, le sud de l'Aisne, c'est d'ores et déjà trop petit, il va falloir que vous engagiez des réflexions avec Villers-Cotterêts, avec Ouchy-le-Château, avec Soissons et avec Braine-Védy, et puis bien sûr Laon. Donc ça va entraîner des perturbations parce que, mais on n'a pas peur, hein. Je pense que la pire des choses, c'est la peur elle-même. Il faut qu'on envisage tout ça avec la volonté de garder notre temps d'avance, puisqu'on a de l'avance, il faut qu'on veuille maintenir cet élan, et donc nous allons, dans les jours qui viennent, organiser ces réunions pour voir comment les choses peuvent se mettre en œuvre. Et donc c'est le travail que je vous propose. Et puis au-delà de cette nouvelle carte territoriale par rapport à tous les enjeux qui ont été rappelés, il y a aussi un élément que je ne perds jamais de vue, c'est la perspective d'un pôle métropolitain avec Reims. Et donc la région n'y serait pas opposée, tout dépendra de ce que vous souhaiterez mettre en œuvre. Il faut qu'on se rapproche de Reims pour divers éléments qui sont pour nous dans le cadre du bassin de vie, et puis pour des éléments très importants, la santé. On l'a déjà dit, mais on ne le répétera jamais assez, surtout que s'il y a un petit peu de faille de notre côté, on va vouloir nous emmener sur Compiègne, donc il faut vraiment qu'on marque d'une manière très forte que nous, c'est le CHU de Reims. Il faut qu'il y ait aussi pour nos étudiants, il faut qu'il y ait pour l'appellation d'origine contrôlée, et bien évidemment, je salue les représentants du syndicat général des vignerons, et puis les représentants également de la chambre d'agriculture qui sont là. Je pense que c'est une plus-value pour l'économie territoriale de faire avec Reims, et puis bien évidemment tout ce qui touche aux infrastructures, les infrastructures ferroviaires, et puis d'autres éléments, et donc seront à l'offensive également sur ces aspects-là pour voir comment on peut s'inscrire dans cette démarche. Donc voilà la feuille de route tracée pour les 2-3 mois qui viennent, puisque les choses doivent aller assez vite selon la région. Et puis l'autre élément, c'est la restructuration de l'UXA.
Étienne l'a dit tout à l'heure, suite à la réunion que nous avons eue avec monsieur le sous-préfet cet après-midi, il savait qu'il y avait les vœux ce soir, donc il a voulu prendre un petit peu, nous dire ben voilà comment les choses vont se passer. À travers la réduction du nombre de délégués, c'est pas ça qui est important, hein, qu'importe. Je pense que ce rassemblement, c'est toujours basé sur la volonté de faire les choses collectivement et d'être ensemble. Il y aura peut-être un petit peu moins de délégués, mais je pense que c'est pas ça qui est le plus important. C'est que maintenant, avec la communauté d'agglomération, Étienne l'a survolé, il y a des compétences qui sont de la compétence de la communauté d'agglomération. Tu l'as parlé, tu as parlé du SCOT, tu as parlé du tourisme. Il va falloir qu'on se mette aussi autour de la table pour savoir ce qu'on veut à l'intérieur du PETR. Et donc, moi je pense que là, on est dans une autre perspective. Moi je salue tout le chemin parcouru ces dernières années. C'est un chemin qui a montré qu'on pouvait avoir des réussites. Monsieur le sous-préfet, puisque vous ne prendrez pas la parole, puisque vous ne voulez pas parler avec les élus, je rappelle tout ce que vous dites. Vous ne voulez pas parler? D'accord. Alors vous ne cessez de répéter que eh bien, les dossiers sont de qualité, les réussites sont au rendez-vous, que ce soit à travers TEPCV, Territoire Énergie Positive Croissance Verte, ça a été dit 1 500 000 €, ça a été dit pour Leader 1 800 000 €, et bien sûr le SCOT, le plan climat-énergie territoire. Nous sommes un territoire qui est vraiment à l'offensive. Hein, je salue toutes les associations environnementales, Globe 21, Vie et Paysage, il n'y a qu'à demander, le Bas de Laine, etc., qui montrent que nous sommes à l'offensive sur ces éléments-là. Eh bien, il faut que nous allions maintenant plus loin. Et donc là-dessus, d'ailleurs, tout ce qui touche aux énergies renouvelables, ça a été dit, 40% de lutte contre les gaz à effet de serre. Nous inaugurons lundi, dans 8 jours, le premier méthaniseur du sud de l'Aisne. Et donc ce n'est pas rien. Ça montre que sur ce territoire, la démarche a toujours été à travers les 3 piliers du développement durable, les 3 piliers vraiment d'une manière équilibrée. On veut préserver notre environnement tout en favorisant le développement économique. C'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux à la fois. Et quand je dis le développement économique, c'est le développement sous toutes ses formes, à travers bien évidemment le tourisme, un atout vraiment essentiel sur le territoire, l'agriculture, la viticulture et bien sûr tout ce qui touche au circuit court. Donc ces enjeux-là aujourd'hui vont prendre une autre échelle et moi je souhaite que, au-delà des mutations de notre société, mutations technologiques, mutations de tout ce qui touche à la concertation, en s'appuyant sur le Conseil de développement, eh bien nous puissions d'ores et déjà réfléchir à constituer une équipe qui pourra favoriser, faire avancer cette mutation. Ça fait 9 ans que je suis président des structures et je pense qu'il est temps de vouloir passer la main. On va faire la mutation et je le dis en avant pour qu'on ait le temps de se préparer pour pouvoir aborder les enjeux de demain qui sont des enjeux essentiels pour le territoire. On a bien travaillé, ne nous endormons pas, il faut que nous continuions d'aller plus loin et je pense que nous pourrons le faire tous ensemble. Moi je voudrais remercier tous les uns et les autres de l'action qui a été menée en 2016 et vous inviter de retrousser les manches pour qu'en 2017, eh bien, nous puissions pas maintenir ce temps d'avance, mais l'augmenter par rapport aux territoires qui ne sont pas organisés. Hein. On l'a dit tout à l'heure, on a un site magnifique. Moi, je souhaite que ce site du Rue-Chailly puisse rayonner au-delà du sud de l'Aisne, qu'il puisse être un site de reconnaissance, un site d'action. Et donc, votre présence dans votre diversité montre bien que nous avons réussi cette faculté de se rassembler, quelles que soient nos différences. Eh bien, il faut que nous puissions porter ça encore plus loin demain. Et puis, je le dis, notre force, c'est notre ruralité. On parle beaucoup de la viticulture et on a raison. On parle de l'économie circulaire. Eh bien, on a raison aussi parce que c'est un point fort du territoire. Mais il y a aussi notre agriculture qui s'inscrit dans tout ce qui touche à la transition, avec bientôt au mois d'août à Beuvard, le 4e, c'est ça, le 3e dimanche. Le 3e week-end d'août à Beuvard, la fête un peu comme Champagnez-vous, mais autour de l'agriculture, à Beuvard, organisée entre autres par M. Royer, donc je souhaite que nous puissions y être nombreux. Donc voilà, merci à chacun et chacune d'entre vous,
bonne année encore, et puis en 2017 sera l'année de l'innovation, de l'offensive. On continuera de faire progresser ce territoire que nous aimons, et si on l'aime, c'est aussi grâce à vous. Merci.